actuellement est bien loin, mais alors très loin, des idéaux qui avaient présidé à cette construction. Donc les politiques libérales qui sont actuellement impulsées par l'Europe, elles font leur ravage dans tous les États, dans tous les peuples, avec comme axe essentiel, vous le savez, les restrictions budgétaires, moins de services publics, tout ça au nom du sacro-saint principe de la concurrence libre et non faussée. En matière de culture, on ne pouvait pas imaginer qu'il en soit autrement. Et ainsi, ces politiques libérales, elles sont, de notre point de vue, impulsées par l'Europe à travers donc l'ensemble des États et des peuples, à travers essentiellement un programme qui s'appelle, pour la période 2017-2020, Europe créative. Europe créative, c'est 1,4 milliard d'euros. Ça représente 0,0875% du budget total de l'Union européenne. Et ce programme Europe créative comprend essentiellement 3 volets. Un volet culture, un volet média et un troisième volet qui, lui, est un fonds de garantie interdisciplinaire pour permettre aux acteurs de se constituer en entrepreneurs de la culture à l'échelle européenne. Donc une Europe donc, qui intervient à travers essentiellement ce programme Europe créative. Europe créative en matière de culture, c'est le soutien, je vais très vite et je schématise, je m'en excuse, c'est le soutien à 28 réseaux européens dans le programme 2017-2020. Il y a 74 réseaux européens qui existent actuellement, et Europe créative en soutient, donc dans le programme 2017-2020, il en soutient 28. 28 réseaux qui sont soutenus. Alors là, l'objet de ces réseaux, c'est de rendre donc plus diversifiée la culture en Europe, mais également, c'est écrit en toutes lettres dans les textes, de renforcer leur compétitivité. Finalement, notre point de vue, c'est que l'Europe libérale, elle a une vision qui correspond parfaitement à cette politique-là, une vision de la culture comme étant la culture, un marché lui-même, un autre marché, un marché différent, mais un marché commun. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le côté culture. Le côté média, alors là se posent des problèmes tout à fait à la fois nouveaux et aigus. Les éléments nouveaux, c'est la globalisation et la mondialisation, mais aussi l'introduction et l'avancée des technologies qui posent de grands problèmes tels que le droit d'auteur, tels que les problèmes de diffusion des œuvres en Europe et ailleurs, comme par exemple avec la prédominance des mastodontes. Je pense là à l'audiovisuel et au cinéma, avec l'offensive de Netflix, par exemple, sur le cinéma. Donc voilà, on a de ce point de vue, je vais aller très vite, on a ce côté-là de l'intervention de l'Europe. Au niveau des retombées sur notre pays, au moment où on va fêter le 60e anniversaire du ministère de la Culture, on ne peut là aussi constater que retrécissement absolu du rôle de stratège du ministère de la Culture. Ce qui veut dire, là on voit bien, moins d'États de partout, mais moins d'États aussi dans la culture. Donc ça, à la veille de ces 60e anniversaires, on peut avoir cette manifestation. Localement, on en voit encore mieux. On parlait tout à l'heure, la politique culturelle marseillaise, elle nous en a donné un bon exemple de cette mise en ligne des directives européennes avec l'opération MEP 2018. MEP 2018 étant une ressucette de MP 2013, mais en 2018, on a bien vu là encore une emprise plus forte de l'économie sur la culture, puisqu'on a eu la prise en route et le pilotage absolu de MEP 2018 par la Chambre de commerce et d'industrie et par les entreprises du top 20 dans la région. Les élus n'étant là qu'en coulisses pour signer lorsque c'était tout décidé. On en est là, et moi pour terminer, parce que ça me plaît beaucoup, et là je ne veux pas le rater, je vais vous parler du 60e anniversaire, la veille du 60e anniversaire du ministère de la Culture en France. Je voulais rappeler simplement, et j'en termine, et je passe la parole au premier qui le souhaitera, vous rappeler qu'au moment du 50e anniversaire, toujours de ce ministère de la Culture, un homme de grande culture avait prononcé cette phrase, je la lis, je ne veux pas rater un seul mot, et je vous dirai après qui c'est.
avec les 50 ans du ministère de la Culture, on est passé d'une grande politique nourrie du Front populaire et de la Libération à une communication culturelle, puis à une marchandisation culturelle, ensuite à une financiarisation culturelle, enfin à une mise sous tutelle des affaires de l'esprit par l'esprit des affaires, prononcée par Jean Ralic au moment du 50e anniversaire du ministère de la Culture. Et là maintenant, pour aller très vite, sur cet exposé liminaire, je passe le micro, la parole, au premier intervenant qui le souhaite. Il se présente, je lui rappelle, et il a 5 minutes pour nous donner son point de vue. Tu me regardes. Allez. Bonsoir, Prune Alter Noah, je suis juriste, donc je vais vous parler un petit peu de droit. Je suis sur la liste, a priori, de la France Insoumise pour les élections européennes. Je n'ai pas encore vu mon nom, mais ça devrait venir dans 2 jours. Alors, Europe et culture. Europe et culture. En fait, le domaine de la culture, d'après ce que j'en ai compris, ça illustre très bien ce qu'est devenue l'Union européenne. Sur 2 questions. D'abord, et Christian en a un petit peu parlé, la différence entre les principes affichés et les politiques mises en œuvre. Et puis, le second point, c'est la soumission de la culture, comme tous les autres domaines de la vie, au dogme de la concurrence libre et non faussée. Alors, les traités, d'abord, pour commencer par les principes, les traités évoquent la question de la culture. Le traité de Lisbonne hisse la diversité culturelle et linguistique au rang de principe de l'Union. C'est l'article 3 du TUE, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous donner tous les articles à chaque fois. La sauvegarde et le développement du patrimoine culturel figurent parmi les objectifs de l'Union. Et enfin, l'Union contribue, là je cite, l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. A priori, ça fait plutôt rêver. Ça fait plutôt rêver, surtout que l'Union européenne s'est réservée une compétence assez limitée dans ce domaine. Donc on peut se dire que voilà, il y a des beaux principes, et puis tout ça va être finalement laissé aux mains des États membres, et donc on va pouvoir continuer à faire ce qu'on a toujours fait, puisque au niveau de l'Union européenne, en fait, il y a 3 types de compétences. Il y a les compétences exclusives de l'Union européenne, il y a les compétences partagées et les compétences d'appui, selon les domaines, industrie, recherche, culture, politique commerciale, union douanière. L'Union européenne, c'est marqué dans les traités, l'Union européenne soit a une compétence exclusive, c'est-à-dire que seule l'Union européenne peut agir, soit elle a une compétence partagée avec les États membres, ce qui signifie que tant que les États membres, tant que l'Union européenne, n'est pas intervenue dans ce domaine, c'est aux États membres de s'en occuper, par exemple de la politique sociale, mais dès que l'Union européenne commence à s'en occuper, c'est à l'Union européenne de traiter le sujet. Et puis il y a les compétences d'appui, qui est le cas de la culture, où en fait l'Union européenne a un rôle limité. C'est principalement un domaine qui reste de la compétence des États membres. Ce que ça signifie, c'est que, pour reprendre les termes de Bruxelles, l'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, on est très prudent, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants. Il y a 4 domaines. L'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, les échanges culturels non commerciaux et enfin la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. Mais, déjà un petit bémol, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un petit peu le Conseil d'État et la Cour de cassation mélangés pour ce qui concerne le droit de l'Union européenne. Donc, quand on regarde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, en ce qui concerne la culture, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des principes, il y a une compétence d'appui de l'Union européenne qui signifie que les États membres devraient pouvoir continuer à agir, mais finalement,
c'est vraiment une compétence d'appui qui est extrêmement limitée. Alors je vous donne un exemple, j'ai été frappée, j'ai vu ça ce matin en préparant l'intervention que j'avais préparée avant, moi, pas ce matin, j'ai complété ce matin. La CJUE a jugé en 2016 que la commission, en fait, n'avait pas le droit, n'était pas autorisée à proposer un acte juridique pour protéger la diversité culturelle des minorités nationales. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en introduction, là, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. C'est un des principes, des objectifs de l'Union européenne. Voilà, s'assurer que les minorités nationales, la diversité culturelle, tout ça, tout ce qui fait la richesse par la diversité des États membres, est respecté, est assuré. Et alors, le jour où la Commission européenne a dit, bon, ben, ok, alors allons-y, donc on va prendre un acte juridique, je ne sais pas si c'était en l'occurrence une directive ou un règlement, mais pour protéger la diversité culturelle qui se manifeste par le respect des droits des minorités nationales. Là, non, la CJUE a dit non, 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 on ne peut pas aller aussi loin, là, non. Voilà, donc différence entre les principes affichés et les politiques mises en œuvre, avec comme chien de garde la CJUE. Second point que je voulais faire, c'est le fait qu'a priori, ce qui vous rassure un petit peu, la culture reste considérée comme un domaine à part dans l'Union européenne. C'est-à-dire n'est pas complètement considéré comme soumis aux lois du marché. Alors je m'explique, je vais vous donner deux exemples très concrets. Vous savez peut-être que les aides d'État sont interdites a priori dans l'Union européenne. Qu'un État aide des entreprises, c'est censé fausser la concurrence libre du marché et donc avantager des industries d'un État membre par rapport aux industries, aux entreprises d'un autre État membre. Donc ça, c'est interdit. Mais le traité a prévu que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être considérées, attention, elles ne sont pas considérées, hein, elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Donc on a une petite exception, on peut prévoir des aides étatiques dans le domaine culturel, mais il ne faut pas que ça gêne, on a quand même préservé, il ne faut pas que ça gêne la concurrence libre et non faussée du marché. Donc voilà, ça c'est le genre de formulation tout à fait alambiquée qui permet de satisfaire a priori les cultureux, et puis le jour où on n'a plus envie de leur faire plaisir, hop, on va à la CJUE qui vous explique que ah bah non, là en l'occurrence ça pose le libre-jeu de la concurrence et c'est pas bon, l'aide en question, il faut la faire sauter. Autre exemple, les taux de TVA. Il y a une directive qui date de 2006. La TVA sur les biens et services culturels, ça fait partie des taux qui peuvent être réduits. Mais là encore, c'est une exception qui est fixée uniquement dans une directive, à l'annexe, c'est l'annexe 3 de la directive, et donc ça pourrait tout à fait être modifié. Le jour où la Commission propose, puisque les propositions relèvent de la Commission, hein, pas du Parlement européen bien sûr, de la Commission, donc de technocrates, le jour où la Commission propose un changement à cette directive, les biens culturels, les biens et services culturels pourraient éventuellement être soumis à un taux plus élevé. Et je ne sais pas où on est au niveau du temps, on va regarder. Tu as presque mangé le tien. Et ben voilà. Mais tu peux conclure là, si tu as je vais conclure. J'ai une phrase très jolie que j'ai trouvée. Ouais, de Camille de Toledo. Camille Toledo, qui est un artiste français. L'Europe, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est devenue un cauchemar complet. C'est une traduction que j'ai faite moi-même de l'anglais au français, donc c'est pas forcément... parce qu'il parlait de dystopie, mais je trouve que c'est un peu pédant, dystopie, c'est un cauchemar, dystopie, d'accord. Non. Dystopie qui devient un cauchemar. Ouais, c'est ça. Bon, bah alors je vais garder les dystopies. Mais... Alors, l'Europe aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est devenue une dystopie complète. Elle a atteint un point où elle peut être vue comme une technostructure hégémonique, construite pour créer un paradis pour les entreprises et le patronat, avec des procédures clairement antidémocratiques, et qui essaye tragiquement de définir son unité, son identité, par une politique meurtrière contre les migrants. Et donc aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas tant la politique culturelle de l'Union européenne qu'il faudrait revoir, mais l'Europe comme projet culturel en tant que tel. Donc à la fois savoir l'Europe pour qui, l'Europe pourquoi, l'Europe par qui et l'Europe comment.
Merci Prune. Quelles sont les Là, Ah d'accord. Je propose de donner la parole à Sam qui, je crois, a une vision un peu différente. Attention, tu ne pas ce que c'est derrière. Voilà. Bonsoir, je suis donc Sam Kévisi. Je suis directeur de l'association Les Têtes de l'Art à Marseille. Je gère aussi une coopérative, enfin je participe à une coopérative qui se développe à l'échelle européenne qui s'appelle SMART, Société Mutuelle des Artistes. Et dans mes fonctions de représentation, je suis administrateur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en charge du secteur culturel. Et à ce titre-là, je défends l'intérêt des opérateurs culturels qui relèvent de ce secteur. Je m'intéresse aussi à la question européenne, puisque j'ai écrit une pièce qui tourne actuellement, qui s'appelle L'Europe à la barre, et qui est un procès théâtralisé de l'Europe. Donc du coup, c'est un sujet que je travaille particulièrement. Moi, je pense être assez raccord avec la dernière phrase que vous avez traduite, puisque la grande problématique, c'est bien la pensée initiatrice de l'Europe et le projet culturel et social plutôt qu'une politique culturelle, puisque vous avez bien défini le champ des compétences de l'Europe. Après, fondamentalement, j'ai toujours beaucoup de mal quand on parle de l'Europe comme un objet désincarné. Je trouve que c'est une approche assez facile de dire on subit une Europe qui nous impose un certain nombre de dogmes, alors qu'on a très largement participé à construire ce dogme-là collectivement. Donc j'aime bien qu'on reparte du fait que la politique européenne telle qu'elle est mise en œuvre est le reflet direct de ce que nous avons créé, y compris dans les spécificités de notre politique culturelle à la française. Et je ne pense pas que la politique malthusienne, pour reprendre la phrase de Jacques Ralit, était une politique merveilleuse qui s'est pervertie dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont perverties, mais la politique pensée par Malraux dès le départ n'était pas une politique, on en a le recul maintenant, qui était parfaite et magnifique, bien évidemment. Donc du coup, effectivement, la question c'est quelle est la place de la culture et du fait culturel dans le fonctionnement et dans les programmes européens. Fort heureusement, la culture ne se résume pas au programme Europe Créative. C'est un programme majeur, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il faut savoir que c'est un programme qui s'adresse effectivement majoritairement aux industries culturelles. Et ces industries culturelles sont de fait, de par leur format, des industries qui sont dans un schéma concurrentiel, dans un schéma de compétitivité. On parle de l'industrie du cinéma, on parle de l'industrie du disque et de la musique, on parle de l'industrie des médias, etc. Et Europe Créative n'est pas taillée pour la majorité des opérateurs culturels qui sont présents sur les territoires en France ou ailleurs. Moi, je défends l'intérêt, ou je représente l'intérêt des opérateurs qu'on va appeler du tiers secteur culturel. Soyons clairs sur la définition. Le tiers secteur culturel, c'est tout ce qui n'est pas établissement public, tout ce qui n'est pas un... Parce que si ça passe à la salle, je voudrais... Avant de... Ah oui, tu parles avant, c'est entre toi et moi. Vas-y. Alors oui, vas-y, je mange pas. Allez, 5 minutes. Donc Sophie et après Michel. Et ensuite on envoie des questionnements à la salle. Oui. Hein, Je ne prendrai pas les 5 minutes, c'était juste pour... je réagissais un petit peu. Alors je m'excuse, Sam, je suis sortie, j'ai pas entendu ton intervention, mais je voulais juste te dire, j'avais eu quelques questions. Dire, mais pourquoi on commence la campagne européenne à Marseille, un peu quelque part, avec un débat sur la culture? J'ai eu la question. Et en fait, la réponse, c'est que nous, on remet à l'endroit ce qui a toujours été fait à l'envers. Moi, je me souviens, bon, alors maintenant, je commence un peu à vieillir.
Mais les débats, Sophie Camard, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, suppléante de Jean-Luc Mélenchon, les débats sur la construction européenne, tous les référendums qu'on a eus, mais ça remonte à Maastricht, je me souviens déjà des alertes qui étaient dites en disant mais on commence à l'envers, on commence par la monnaie, on commence par la Banque Centrale Européenne, et on ne commence pas par les droits sociaux, la culture, et par ce qui nous unit, nous, en tant qu'Européens, pour avoir, y compris, du rayonnement international et se sentir bien entre nous. Les États-Unis, ils l'ont bien compris, c'est ce qu'ils appellent le soft power, hein, le pouvoir par en bas. Hein. Il n'y a pas que l'armée, il y a aussi tout ce rayonnement culturel. Et nous, en Europe, on a complètement oublié ça. Alors bien sûr, évidemment, on a des fortes identités nationales, qu'il ne s'agit pas de culture nationale, qu'il ne s'agit pas de gommer, mais au contraire, de les valoriser en les soustrayant de cette logique de marchandisation, de libre concurrence qui a été très bien décrite. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire quoi? Eh bien, à batailler au Parlement européen contre les lobbies, contre les GAFA, le mot a été dit. Toujours soft power, hein, Google, Apple, Facebook, c'est quoi? Parce que la culture, ça passe par là aussi maintenant. Donc je crois qu'on est au cœur du combat, je voulais juste dire ça, que nous, on a commencé par la culture, on voulait remettre le débat à l'endroit, et voilà, et pas toujours partir par le débat sur les banques, qu'on aura un peu plus tard, et prendre ce joli moment entre nous. Merci. Bien, bonjour, merci beaucoup Sophie, parce que j'ai commencé par là aussi. Moi. Et moi je suis Michel Larive, donc député de la seconde circonscription de l'Ariège, du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et commissaire, on dit comme ça, commissaire de la commission culture, éducation, enseignement supérieur, recherche, innovation, association, jeunesse, sport, presse, médias, que le dernier ferme la porte. Voilà, donc c'est une grosse commission, mais c'est pas de la merde. Et non, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Et moi, j'avais prévu de faire un petit topo. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai décidé avec Jean-Luc, hein, on a décidé que je fasse un tour de France culturelle, et j'ai appelé ça Rencontre en culture insoumise. Et donc je me balade d'endroit en endroit, en appui sur des événements culturels. En l'occurrence, nous on a la chance d'ici d'avoir MAC à Marseille. Et sinon, je vais en Avignon bien sûr. J'étais à Bordeaux. La semaine prochaine, je suis à la Fête des Lumières à Lyon. Voilà. Et en même temps, on s'appuie avec des candidats aux européennes, puisqu'on lance en même temps la campagne des européennes. Et la culture, pourquoi? Mais c'est exactement, j'allais dire exactement ce que tu as dit, parce que la culture, c'est transversal. C'est la première des choses, la culture, c'est la communication, c'est l'information, je vais en parler un petit peu aussi, et c'est absolument transversal. La culture, c'est le début. C'est le début. On est citoyen par la naissance, ça c'est la condition, et puis après, plus tard, on est citoyen en conscience par la culture. Et donc, c'est pour cela que la culture est le lien de tous les autres pans, de toute manière. Et la culture, c'est un droit. Vous l'avez dit, c'est un droit. Alors, c'est peut-être dans la Constitution, mais seulement, il n'est pas décliné, ce droit. Alors, en ce moment, nous, avec mon cabinet, on travaille sur une proposition de loi que nous mettrons dans notre niche du 21 février, alors que je vous explique très brièvement une niche, c'est quoi une niche parlementaire? Par grosseur de groupe, on a un jour, une semaine, un mois, ou de moments où on peut proposer nos lois à l'intérieur de l'hémicycle. Nous, vu la grandeur de notre groupe, on a un jour, et c'est le 21 février, et on a choisi 5 thématiques. Et donc moi j'en ai une thématique culturelle. Et cette thématique, ça va être la création d'un fonds d'aide à la création artistique, et notamment d'un droit. C'est-à-dire qu'on va instaurer ce fait de dire que la création artistique est un droit. Mais si on crée un droit, et ça veut dire que le droit, pour nous, il est de toute manière universel, et donc ça veut dire que tout le monde peut y prétendre. On peut y prétendre de deux façons, soit en étant reconnu par ses pairs ou en adhérant à la MDA ou à certaines caisses, ou aussi en disant je commence moi aussi mon parcours de créateur. Alors on a décidé de faire une PPL en ce sens, où on décide de taxer 1% de toute initiative commerciale
après 70 ans sur les droits d'auteur. Je m'explique. Si vous vendez une pièce de théâtre, même sur Molière, quelle que soit la troupe, 1% serait ponctionné pour abonder un fonds à la création. Voilà. Dans deux sens, donc un sens de primo-créateur et un sens de droit. Et ce droit pourrait être ouvert pour 3 mois par an, pendant 3 ans, cumulable, et ensuite il disparaîtrait pour revenir à 3 mois. Voilà. Donc c'est la création effective d'un droit. Et ça n'existe pas. Il s'est inscrit dans la Constitution, mais ça n'existe pas. La Constitution, c'est ce qui est au-dessus des lois. Et derrière, ce qui est décliné de la Constitution, ce sont les lois. Et ces lois-là n'existent pas. Maintenant, je vais revenir un petit peu au niveau du droit. La culture, c'est l'accession au droit aussi. Prenez par exemple le RSA. 35%, Mogamedi m'a dit que 35% des gens ne demandaient pas le RSA parce qu'ils ne connaissaient même pas son existence et le fait qu'ils pouvaient eux aussi, même s'ils connaissaient son existence, pouvaient y avoir droit. Donc la culture, c'est aussi ça. La culture, c'est pouvoir donner accès aux droits. Et puis la culture, au départ aussi, c'est effectivement l'émancipation. Et dans notre époque, c'est l'antidote absolu à l'obscurantisme. Ça, c'est très clair. Qu'il soit religieux ou politique. Hein. Et en ce moment, je crois qu'effectivement, on devrait diffuser massivement des œuvres culturelles pour justement combattre cet obscurantisme. Et cette culture-là, elle a 2 axes. C'est l'action culturelle, avec des valeurs consensuelles qui sont la citoyenneté, la diversité, le respect, des choses comme ça. Et puis, l'éducation populaire. Et moi, j'ai commencé mes tournées à Bordeaux par un festival d'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est la conscience, quelque part, des rapports de domination, des antagonismes sociaux, et tout ceci est aussi du discernement. Et là, je vais revenir sur ce que vous disiez, monsieur. Nous avons eu dans le Parlement un projet de loi, puisque c'est le gouvernement qui l'a posé, un projet de loi qu'on appelait fake news, fausses nouvelles. Bon, qui servait à rien du tout, puisqu'on a déjà une loi de 1881 qui est plutôt bien faite, et qui disait en substance qu'on n'avait pas le droit de diffuser de fausses nouvelles, et que c'était puni par la loi, je ne sais plus combien, je crois que c'est 3 ans d'emprisonnement, et 45 000 euros d'amende, je crois. Donc voilà. Par contre, dans ce projet de loi, déjà on le cantonnait aux périodes électorales, donc c'était une loi de propagande, et en plus on demandait au CSA de détenir le droit de dire ce qui était une bonne, une fausse nouvelle, et on avait 48 heures pour pouvoir faire appel. Donc voilà comment ce gouvernement a décidé de lutter contre les fausses nouvelles. Nous, 2 choses. On a fait 2 propositions. Et c'est justement de l'éducation populaire. C'est éduquer les gens au discernement, tout simplement. Au discernement, c'est à l'école, mais aussi les adultes, au discernement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, il faut avoir un certain éveil. Donc il faut avoir accès à une diffusion culturelle et il faut pouvoir confronter ces idées et essayer de cultiver son propre libre arbitre. Et puis, par rapport à la presse, nous on a proposé, et ça, on a obtenu déjà que ça rentre dans les esprits, un conseil de déontologie. Un conseil de déontologie de la presse. Je dis de la presse, pas des journalistes. Je dis de la presse. C'est-à-dire que là-dessus, on taperait sur les patrons de presse, qui eux s'empresseront de taper sur les journalistes, si jamais effectivement le journaliste a mal fait son métier. Mais voilà, et ce conseil de déontologie, on y associerait bien entendu les usagers, donc les lecteurs, les auditeurs, et voilà, donc ça c'est une proposition. Ce conseil de déontologie, il s'appuierait effectivement sur une charte, mais il y a déjà une charte. Le SNJ a déjà posé une charte. Le SNJ, c'est le syndicat national des journalistes, mais cette charte, elle est plus ou moins appliquée parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ce qui peut leur arriver, c'est pas grand-chose, c'est de dire attention, celui-là il a menti, donc c'est mis dans un journal, dans tous les journaux, voilà, c'est-à-dire que on lui dit ah, c'est pas bien ce que tu as fait, on lui dit une fois. Nous, si on fait un conseil de déontologie, déjà on décharge le CSA de cette affaire, mais en plus, c'est qu'il y aura coercition. Et vous parlez de 1,4 milliard d'euros donnés à la diffusion de la presse, ben c'est ça, c'est là-dessus qu'on va taper, nous. C'est-à-dire qu'on dira au patron de presse, vos journalistes sont en train de faire de la fausse information, ça a été vérifié par le conseil de déontologie,
un avertissement. Deuxième avertissement, vous avez moins 10% sur vos subventions, et voilà. Et là, si jamais on est coercitif sur le porte-monnaie, là, vous verrez peut-être que la presse fera un peu plus attention. Et si on tape sur les patrons de presse, les journalistes qui, eux, recevront de toute manière, ils recevront, eux, les injonctions de leur hiérarchie. Ensuite, sur l'Europe, vous avez dit que nous avons construit l'Europe. Non, on n'a pas construit l'Europe. Malheureusement, on ne l'a pas construit l'Europe, sinon elle serait différente, cette Europe-là. En 2005, on a tous voté non, enfin 55% des gens ont voté non au dernier traité de Lisbonne, donc de Maastricht. Donc à partir de ce moment-là, quand on a voté non, ils ont dit oui. Donc cette Europe, elle s'est construite malgré les peuples, et même je dirais plus loin, contre les peuples. Puisque aucune décision, et moi qui suis représentant du peuple, je suis député à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des traités comme le CETA, le TAFTA, le GEFTA, eh bien ces traités-là, on ne demande même pas à nous, représentants de la nation, de pouvoir légiférer sur ces accords-là. Ces accords sont passés de gouvernement à gouvernement, et même des fois de multinationales à gouvernement directement. Donc non, nous ne sommes pas intégrés à cette Europe, et c'est ça le problème. La France insoumise veut de cette Europe. Elle veut cette Europe. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'Europe, c'est la garantie de la paix, effectivement. Mais ce qu'elle veut, c'est une autre Europe. On a 2 articles dans les traités européens qui interdisent une harmonisation fiscale et une harmonisation sociale. Comment voulez-vous que l'on puisse fonctionner comme ça quand on installe à l'intérieur de l'Europe un dumping social? Si vous prenez le SMIC roumain, si on dit on paiera les gens au minimum au SMIC, bien sûr, mais le SMIC roumain n'est pas tout à fait le même que le SMIC français. Voilà. Donc cette Europe n'est pas celle que nous avons, nous aurions voulu, d'une part. Ensuite, la culture, c'est véritablement la variable d'ajustement des budgets, et que ce soit de la plus petite collectivité territoriale à la plus grande. Moi, j'étais président d'un festival de théâtre, je me plaisais à dire que je pesais 25 mètres de route goudronnée départementale de voies. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que s'ils avaient besoin de ces 25 mètres, ils me piquaient mon budget, au moins une grosse partie de mon budget. Voilà, donc ce qu'est la culture pour pas mal de monde. Et quant au vecteur économique, nous, en Ariège, on est absolument sinistrés. Vous êtes, vous, dans une métropole. Il y a plusieurs France, et c'est pour ça que vous voyez des gens dehors. Là, vous avez des gilets jaunes. En pourcentage de la population, il y a beaucoup plus de gilets jaunes chez moi que chez vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on n'a plus rien du tout. On n'a plus de service public, on n'a plus rien. Et donc, là, vous avez raison, c'est que le volet associatif, c'est 98% chez nous, peut-être même 100%, de la diffusion culturelle. Il n'y a plus de diffusion culturelle publique. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de théâtre chez moi. Il y a une scène nationale, mais il n'y a pas de théâtre. Alors on a créé l'ADEC, l'Agence de développement de l'économie culturelle en Couserans, pour dire aux élus, nous sommes vecteurs économiques et nous sommes vecteurs de lien social. Et le premier vecteur de lien social, c'est la culture, effectivement. Juste 2-3 petites choses que je voulais dire par rapport à ça. Sur la diversité, non, voilà. Je vais plutôt laisser la parole pour répondre aux questions que vous voudrez nous poser, notamment sur la proposition de loi que je vais déposer. Voilà, merci à vous. Merci Michel. Donc là, sans hésiter, on peut passer à la deuxième question, parce que la première est toujours un peu difficile. Oui. Excusez-moi, je suis obligée de partir. Allez, Travail. merci Marianne. Bien, allez, tranquillement, si vous voulez débattre, sans aucune gêne. Hein? Celle-là, je ne l'aimais pas comme question. Attends, je vais passer par là. Comment tu vas faire? Peut-être on va faire Qu'est-ce que tu fais tu sur vas voir. On peut peut-être poser la question. Autonomie là. C'est bon, là, très bien. Je pourrais, voilà. Non, pas. Écoutez, oui, ben, je crois qu'il y avait quand même un petit débat là qui s'est amorcé avec Sam, qui nous a parlé un peu quand même d'une vision un peu diversifiée de l'intervention de l'Europe dans la culture. D'abord en disant qu'effectivement, il n'y avait pas que l'intervention à travers le programme Europe créative. D'ailleurs là, ça m'a laissé un peu interrogatif parce que je ne vois pas trop ce
qu'il y ait d'autres programmes spécifiques sur la culture. Peut-être des interventions en région, avec des fonds qui vont en région, et que les régions peuvent ou pas utiliser pour la culture. Mais il m'a semblé que l'essentiel était là. Mais bon. Hein, alors, d'autres. Tu veux. Non, non. S'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de câble. Elle viendra après la question, tu verras. On peut prolonger effectivement le débat sur ces éléments-là. Effectivement, je reprends un des thèmes de débat sur la question de la sanctuarisation des crédits de la culture, en posant juste une question simple. Est-ce que la sanctuarisation du 1% culturel, qui est un fantasme de longue date, est la réponse adaptée à une culture comme projet de société à l'échelle européenne? C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, essayer de sanctuariser, de sauvegarder la culture dans un périmètre très précis répond à ce qui est l'objet même de la culture, qui est d'être diffusée dans l'ensemble du champ social et des questions sociétales? Est-ce qu'en faisant ça, on ne participe pas non plus à enfermer la culture dans un espace? C'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Mais ma sage présidente des Têtes de l'Art, Huguette Bonomi, avec son expérience, nous dit souvent, quand un sujet devient une priorité nationale ou internationale, méfions-nous, ça va mal se passer. Priorité au logement, priorité zéro SDF, priorité... À chaque fois qu'on a posé des priorités, en fait, ces situations-là s'en sont toujours trouvées au final largement dégradées. Donc, je me méfierais, à titre personnel, d'une priorité culture sur ce volet-là. Juste encore un deuxième élément, mais c'est encore une fois, j'ai rien contre la question de la sanctuarisation. Je dis juste que par certains aspects, elle peut être délicate. Peut-être vous donner un élément d'éclairage sur la question des budgets européens. Parce qu'on parle d'économie, on parle de budget. On a des problèmes autres que la culture à résoudre. Aujourd'hui, en France, en Europe, le budget annuel de l'Europe, c'est 158 milliards d'euros annuels. Le budget de la France, c'était l'année dernière ou en 2016, 373 milliards d'euros. Le budget des États-Unis, 1000 milliards d'euros. Juste pour avoir une échelle, on a quand même un souci sur les moyens qu'on accorde, peut-être pas les peuples, mais les gouvernements, à l'Europe, ce qu'on attend d'elle et les moyens qu'elle a pour les mettre en œuvre. On a un problème de périmètre qui est évident. Et le plus grand problème qu'on a avant tous les autres, et qu'il va falloir régler, ce n'est pas un problème sur la question de la politique culturelle, c'est la question de la gouvernance. On a un problème de gouvernance majeure dans cette Europe à 28, et si on ne résout pas la question du périmètre, si on ne résout pas la question des modalités de gouvernance et de mise en débat et des politiques, on ne résoudra pas plus la question de la politique culturelle à l'échelle européenne. Et donc, du coup, il va être quand même urgent qu'on s'attaque à ces questions fondamentales pour qu'enfin on puisse reparler de politique culturelle à l'échelle européenne et notamment de priorités, qu'est-ce qui relève du national, qu'est-ce qui relève de l'échelle européenne. Tu as eu Brune, tu voulais... Attention, désolé, on n'est pas très équipés. On a des petits moyens, on fait ce qu'on a. C'est juste pour rebondir sur cette question des subventions, parce qu'effectivement, l'Europe, comme on l'a vu, dans le domaine culturel, intervient essentiellement par les normes et un petit peu par le budget. C'est juste pour redire que ce petit peu est vraiment un tout petit peu, donc je veux aussi donner un ordre de grandeur. Europe Créative, c'est 1,46 milliard d'euros pour 7 ans. La PAC, c'est 400 milliards d'euros. Bon, évidemment, la PAC, l'agriculture, c'est un gros sujet européen, mais quand même. Et la contribution de la France à l'Union européenne, c'est 19 milliards. Donc voilà, 1,46 milliard pour aujourd'hui 27 États membres, c'est juste peanuts. Donc il y a la question du combien, et il y a la question du comment, que vous évoquiez aussi.
Enfin, tout le monde l'a dit, c'est des subventions, et vous l'avez dit aussi, qui sont faites pour les gros. Voilà. Donc on donne du fric à ceux qui en ont déjà. Parce que c'est juste pas possible de déposer une demande de subvention pour bénéficier de fonds européens quand on n'a pas la structure, les 15 personnes, les comptables, les juristes, les mecs qui récupèrent les notes de taxi à Ramallah, etc. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc est-ce que c'est normal d'aider ceux qui n'en ont pas besoin? Bon, je sais pas. Et alors, je sais pas si ça peut nous rassurer ou pas, ou juste nous affoler un peu plus. C'est pas spécifique à la culture, c'est absolument dans tous les domaines. Les fonds, le FEDER, le FSE, etc. Et même, voilà, tous. Et même quand vous avez les gens compétents pour monter le projet, récolter les notes de frais, etc., etc. Non. Alors là, pour le coup, c'est pas l'Europe qui va essayer de raquer, enfin de voir où elle peut vous coincer pour pas vous filer toute la thune qu'elle vous avait promis. C'est pas ça, c'est nous. La servitude volontaire, parce que les fonds européens, en fait, ils sont gérés dans les États membres. C'est la région. C'est la région, c'est nos fonctionnaires territoriaux dans la région, PACA. Sauf les programmes spéciaux, là c'était le cas. D'accord. D'accord. Donc il y a peut-être des programmes spéciaux, mais en général, pour tout ce qui est FEDER, FSE, pour les programmes génériques, les fonds européens génériques, c'est géré, voilà, les fonds structurels, c'est géré dans les États membres, pas la région, et donc on vérifie, donc on a des fonctionnaires qui sont payés à vérifier qu'on ne peut pas vous donner toute la subvention qu'on vous avait promise. Voilà, donc je vous laisse apprécier. Oui. Juste. Il y a une question dans la... Vas-y. Ou alors on prend plusieurs questions. Oui, si. Allez, Il n'arrivera pas, je fais la Non, mais c'est bon, je parle fort. Oui. En vous entendant, en fait, je me suis fait une réflexion. J'espère que je vais l'exposer clairement, parce que ça m'est venu en vous écoutant. Vous avez parlé de l'importance que toutes les structures, même les petites structures sur les territoires, bénéficient des aides. La question que je me pose, puisque la culture est une compétence déconcentrée, depuis les lois de la décentralisation, elle n'a pas été décentralisée. Du coup, plusieurs initiatives locales d'artistes se retrouvent soit non aidées, soit reprises en main par l'État. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'Europe de la culture, ça soit un plus grand contrôle, justement, sur les acteurs et les petits acteurs locaux? Oui, non, mais je vais revenir sur la prochaine. Mais pour répondre à cette question-là, non, parce que de toute manière, quand on en sera là, il y aura des choses très positives qui auront été faites avant. Hein, quand même. Ça veut dire qu'on aura donné des ronds, on aura fait pas mal de choses pour que les gens fassent. Et quand on les contrôlera, ça voudra dire qu'ils auront fait des choses. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce 1%. Ce 1%, c'est pas une question de sanctuarisation ou de choses comme ça, c'est une question de bon sens, quoi. 1%, c'est pas grand-chose, et 1%, ça correspond, c'est au moins des moyens qu'on mettrait dans le circuit. Alors maintenant, je veux parler aussi des interrègles. Là, je comprends vos réactions et comment vous travaillez. Vous avez des structures qui sont relativement importantes. Je veux quand même vous rappeler qu'encore aujourd'hui, en France, 60% de la population vit dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc ça veut dire que nous, au-delà des périphériques, il existe une vie. Et dans cette vie-là, cette ruralité, celle qui est dehors en ce moment, eh bien, il y a de la culture. Il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs partis là-bas parce qu'ils ont choisi, pas d'être riches, mais de vivre dans un cadre qui leur permet de pouvoir créer de manière absolument libre et formidable. Et donc ces gens-là ne peuvent pas avoir accès à Interreg. Ou alors il faut se coaliser. Ou alors, et voilà. Et lorsqu'on monte un dossier Interreg, j'en ai monté quelques-uns, je suis un ancien président de festival de théâtre, quand on monte un dossier Interreg, il faut que toutes les collectivités soient partie prenante. Ça veut dire que c'est une des collectivités décide de ne pas donner, à partir de ce moment-là, Interreg s'appuie dessus. Alors je te rejoins, c'est que les gens sont payés ou d'autres sont sollicités pour nous dire comment ne pas faire. Et nous, ce qu'on essaye
de faire avec la France Insoumise, c'est essayer de donner une autre dynamique. C'est comment faire que les choses soient possibles. Parce que comment faire pour qu'on n'y arrive pas, ça on le sait, c'est aujourd'hui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire aussi, par rapport, quand on vous parle d'exception culturelle, il y a l'exception dans la diversité. Alors il y a une directive SMA à Bruxelles qu'on suit un peu, et moi je me rappelle d'une anecdote, notamment sur cette loi fake news, où le président, nous sommes partis à 20 députés là-bas, à Bruxelles, avec le président de la commission culture, qui s'appelle Bruno Studer, et qui était très fier de dire au vice-président Ansich de l'UE, qui est, lui, je crois, estonien ou lituanien, enfin, d'un pays balte, de dire comme ça qu'ils allaient effectivement instaurer un ministère de la vérité, quelque part, et il l'a un peu dit comme ça, voilà. Et Ansich a dit, vous savez, moi, jusqu'en 1991, j'avais un ministère de la censure chez moi. Donc, jamais j'appuierai ce genre de loi. Donc, même à l'Europe, voilà. Ce que je veux vous dire dans l'exception culturelle, pour nous, c'est de sortir la culture et même l'industrie culturelle des traités et du système marchand. Parce que lorsque il y a des négociations sur les traités, effectivement, la France a une forte industrie culturelle, et tant mieux pour elle, ça veut dire que notre peuple est extrêmement vivant. Tout le monde nous envie, cette diversité, ce foisonnement culturel. Eh bien, ça participe aussi, dans les traités, à pouvoir nous prendre d'autres choses sur d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est de sortir la culture de ces traités marchands. Et ça, c'est ça la forme principale d'exception. L'exception culturelle, d'abord, elle est là. C'est de sortir la culture des négociations des traités. En plus, traités qu'on nous demande d'accepter en l'état. Oui. Alors là, pour le fil... Non, tu peux m'en Vas-y. Je travaille et je vis dans les quartiers nord, et comme le disait Bernard, pour accéder à la culture dans les quartiers nord, c'est hyper difficile. Et dans mon travail, j'accompagne des personnes au RSA, et souvent j'essaye de les accompagner vers l'émancipation, l'autonomie, sans gratuité des transports, sans ouverture et développement de ces transports, le soir, on n'y arrivera pas. Donc en fait, à chaque fois, on a un autre problème qui arrive devant nous, c'est les transports, la gratuité des transports et l'offre de transport. Là, je pense qu'on ne pourra pas y arriver. Bon, le problème des transports. Bien sûr, là on vient de vivre, on est en train d'essayer d'aider Richard Martin, le directeur du théâtre Tourski, qui travaille depuis 40 ans pour essayer de, comme il le dit lui-même, je trouve que son image est belle, de conserver dans ces quartiers abandonnés et pas défavorisés. J'ai horreur de ce mot. Ils ne sont pas défavorisés, ils sont abandonnés depuis des années. Donc lui, ce gars, depuis 40 ans, il essaie de se battre dans ces quartiers abandonnés pour maintenir la lumière, comme il dit. Parce qu'effectivement, ce pôle qui existe, qui est le Tourski, même si dans les soirées, il n'y a pas, bien sûr, malheureusement, pas assez de gens des quartiers, parce que quand même le travail que lui fait avec les associations du coin, etc., il garde la lumière, et c'est un problème de transport, pour un problème de requalification, encore une fois, d'un espace, on lui pique une partie du parking. Les élus d'ici n'ont même pas imaginé qu'on pouvait imaginer une requalification qui soit raccord avec le conflit d'usage qui existe malheureusement. Les habitants du coin, ils n'ont pas de parking. Donc quand il y a des soirées au Tourski, que les gens viennent avec leur bagnole, ils ont encore moins de places de parking. Tout ce qu'il fallait penser, c'est une requalification qui sache faire la jonction des deux usages. Non, là, ils en font un conflit. Donc, il n'y a pas que le problème des transports. Nous, ce qui nous préoccupe au MAC... Non, mais attends, le métro, comme tu le dis, moi, je te dis que quand tu sors à minuit du Tourski, eh ben, rien que dans le métro, selon si tu es seul, une femme ou même un mec seul, bon, laissons tomber l'histoire des transports. À mon avis, et là, c'est pour ça qu'on a créé le MAC. Et c'est pour ça qu'on a cette vision de la culture. Pour nous, la culture, elle doit être pour tous. Si on veut qu'elle soit efficace comme étant
un des éléments essentiels de lutter contre la barbarie, contre la désagrégation de notre société, il faut que ce soit tout le monde qui en profite. Autrement, ça ne marchera jamais. C'est ce qu'on voit actuellement. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une vision de la culture qui soit la plus proche des gens. Et évidemment, les politiques culturelles européennes, elles peuvent avoir par certains aspects des aspects positifs et efficaces sur certains secteurs, mais c'est tout ça, c'est très éloigné de ce qu'il nous faut, de la masse des gens qui ne rencontreront jamais la culture et qui vont donc avoir un lien social totalement détruit. Nous, on veut lutter contre ça. Et c'est pour ça qu'à Marseille, finalement, vous le savez, on a créé le MAC. On veut une autre politique culturelle marseillaise. Quand tu regardes la politique culturelle marseillaise, tu vois exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Une politique culturelle marketing, une politique soumise aux intérêts des grandes entreprises du coin et des secteurs économiques, une politique qui s'éloigne de plus en plus des gens. Enfin, on regardait avec Sophie, on a un conservatoire de musique, il enseigne à 2400 petits. On est combien de gamins dans la ville de Marseille? Si on regarde ne serait-ce que le conservatoire de Toulon, dont la municipalité, la couleur n'est pas trop... on ne va pas y tirer des trucs, mais ils enseignent à 3000 et quelques gamins Toulon, avec 3 pôles de trucs. On regarde Marseille, dans ce moment, il y a une bagarre sur les bibliothèques, la lecture, c'est pas le premier pas de la culture, de prendre un bouquin, s'ouvrir au sensible, au beau, à la connaissance. On est en train de se battre parce qu'ils ferment des bibliothèques. La bibliothèque d'Alcazar, c'est le merdier. Ils veulent fermer la bibliothèque du Panier, celle de Saint-Antoine, pour une politique de... Voilà. Moi, il me semble que là, on a un travail énorme, parce qu'on ne gagnera que si on arrive au plus près des gens, de tous ces gens qui en ont besoin de la culture. Les petites compagnies de théâtre qui crèvent, pourquoi on n'est pas d'accord pour qu'elles crèvent? D'abord parce qu'il y a des gens derrière qui sont des créateurs, qui bossent, etc. Mais en plus parce qu'elles font un travail de grande proximité. Le théâtre de la Comédie, là-bas, dans le 5e, qui est en train de mourir, là, il devait être là ce soir. Il n'a pas pu être là. Il est en train de mourir dans un coin alors qu'il est dans un quartier où il fait des choses, lui aussi. Voilà. Nous, j'arrête, autrement je vais être trop long là-dessus. Et moi, il me semble, cette vision de la culture, d'abord, pluridisciplinaire au maximum, il ne s'agit pas de privilégier. Il faut qu'il y ait un foisonnement de la culture et en même temps la mettre avec les gens, au plus près des gens. Moi, je n'arrive pas de penser à comment on peut penser de fermer des bibliothèques. Le premier pas vers la connaissance, le sensible, le beau que peut avoir un gamin. Quand je vois les gamins dans le quartier de Belzunce, la bibliothèque, où tu vois vraiment que il y a des gamins, c'est les gamins du quartier, tu les vois bien. Ils sont assis par terre avec plein de bouquins, ils regardent, et tu vas leur fermer ça, et tu fermes ça dans le quartier. Mais tu es un fou furieux, un fou furieux. Il faut qu'il y ait un foisonnement de la culture, et en même temps, la mettre avec les gens, au plus près des gens. Moi, je n'arrive pas de penser à comment on peut penser de fermer des bibliothèques. Le premier pas vers la connaissance, le sensible, le beau que peut avoir un gamin. Quand je vois les gamins dans le quartier de Belzunce, la bibliothèque, où tu vois vraiment que il y a des gamins, c'est les gamins du quartier, tu les vois bien. Ils sont assis par terre avec plein de bouquins, ils regardent, et tu vas leur fermer ça, et tu fermes ça dans le quartier. Mais tu es un fou furieux, un fou furieux. Alors évidemment, si on veut rattacher, parce que ce qui est difficile en fait, c'est d'essayer de remettre l'échelon européen dans la discussion qu'on a par exemple aujourd'hui à Marseille ou qu'on pourrait avoir dans l'Ariège avec d'autres difficultés et comment nous, on peut aujourd'hui, la France insoumise par exemple, dire on va donner une nouvelle impulsion à la culture. D'abord, c'est de resituer la culture dans ce qu'elle doit représenter. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître très incantatoire, mais en vérité, on s'est appuyé avec un certain nombre d'expertises sur un programme. Ce programme, aujourd'hui, il est extrêmement détaillé, il existe, et on sait que la mise en œuvre de ce programme, déjà à l'échelon national, donnera l'impulsion pour que sur le plan européen, à partir du moment où on sera en capacité de vraiment imposer le pouvoir avec les valeurs qu'on défend, et notamment ces valeurs culturelles, à ce moment-là, on pourra enfoncer les portes qui nous sont fermées depuis trop longtemps. Je m'explique plus précisément.
En gros, il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais en fait, j'essaie de faire de la politique aussi, parce que j'apprends. En fait, je suis en train d'apprendre. Non, en gros, j'adhère à tout ça. On vient de supprimer 100 festivals. On est aujourd'hui, par exemple, opposé à une question qu'il faut vraiment qu'on mette sur le tapis. C'est la question de l'état sécuritaire. À chaque fois qu'on nous impose un état sécuritaire avec des lois sécuritaires, il se passe que les plus exposés, c'est ceux qui ne peuvent pas, par exemple, avoir tous les éléments de sécurité pour se protéger d'éventuels faits de terrorisme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de festivals qui disparaissent, il y a beaucoup d'organisations culturelles qui disparaissent, parce qu'ils sont déjà dans un équilibre extrêmement précaire, et que donc on leur demande en plus de faire face à des lois sécuritaires dans lesquelles ils n'ont pas les moyens de financer. Donc ça, c'est un rôle prépondérant de l'État et des collectivités de pouvoir venir en aide de ces gens-là. Ensuite, oui, toucher toutes les populations. Il faut qu'on dépasse la population qui, habituellement, les usagers qu'on touche habituellement avec la culture. Il faut aller au-delà. C'est à peu près 25% pour les ouvriers, 60% pour les cadres. Il faut aller bien au-delà. Donc ça veut dire qu'il faut soutenir toutes les initiatives culturelles. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on lutte contre la précarité des hommes et des femmes qui pratiquent la culture. Parce que le fond de la question, il est aussi ici. Et pour aller sur un élément vraiment concret sur le plan européen de ce qu'on est en train de construire, c'est, vous pourrez le voir si vous allez sur la plateforme de la France Insoumise, où il y a actuellement un texte programmatique qui va être soumis au vote à la prochaine convention, où il y a des éléments qui sont repris sur la culture, créer une direction de l'économie sociale et solidaire, stimulant la création d'emplois d'utilité sociale dans les domaines éducatifs, élargir le programme Erasmus à l'ensemble des pays francophones, au-delà de la zone Union européenne, parce que notre vocation, elle est aussi de sortir de cette Union européenne et d'aller naturellement vers les pays francophones. Protéger l'exception culturelle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Savoir se battre et s'outiller dans le numérique pour arriver à s'opposer aux GAFA, parce qu'on sait qu'aussi, les GAFA, il y a la culture américaine qui est derrière, et elle sait la mettre en œuvre. C'est aussi articuler, et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir dans ce qu'on est en train de construire, c'est articuler cette politique avec d'autres pays, avec d'autres partenaires. C'est ce qu'on crée au niveau européen avec Maintenant le Peuple. Maintenant le Peuple, ça veut dire qu'on établit des partenariats solides avec des gens avec qui nous partageons la même idée, notamment Podemos ou le Bloco au Portugal, avec des gens avec qui nous partageons cette idée de la culture et cette idée de l'Europe qu'on veut et de cette impulsion culturelle comme étant fondamentale dans l'émancipation des peuples. Donc, moi, je voulais rester sur cette note positive de dire on est capable aujourd'hui de faire les constats et dont on sait que c'est l'Europe aujourd'hui des lobbies et de l'austérité budgétaire. On est capable, on a déjà un projet qui est écrit, qui est financé, enfin, en tout cas qui est chiffré et qui peut se mettre en œuvre très rapidement au niveau européen. C'est vers ça qu'on essaye de se diriger avec votre soutien, bien entendu. Oui, Philippe. Je voudrais peut-être poser une question, parce que ça a été dit entre les lignes, et je voudrais qu'on l'affirme. Je veux poser la question de la décentralisation. Vous savez qu'il existe 16 musées nationaux en France. Il y en a un qui n'est pas à Paris, c'est Bruxelles. Paris intramuros. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 millions de Français qui ne sont pas tout à fait aussi égaux que les autres. Il y a des exemples comme ça, il y en a en pagaille. Ça veut dire une espèce de concentration à Paris, une population professionnelle, que ce soit des comédiens, des metteurs en scène, des peintres, qui sont dans une espèce de densification complètement malthusienne, et au dépend de l'Ariège, par exemple. Et cette question de la décentralisation, moi j'ai eu la chance de vivre les débuts de la loi de décentralisation, à l'époque où il y avait un immense fonctionnaire à Paris, qui s'appelait Dominique Bonnat, qui a inventé ce qu'il appelait les conventions de développement culturel, qui liaient l'État et les communes, puisque à l'époque la décentralisation c'était surtout les communes, dans leur projet de développement culturel. Et l'État venant pas comme une autorité, disons pas comme venant pas imposer une vision, mais venant négocier les programmes de développement. D'une part, j'ai eu la chance de connaître ça, et la deuxième chance, c'est d'être venu à Marseille à la demande de la ville, ou revenu plutôt à Marseille à la demande de la ville, pour créer des choses, pour fonder des choses, notamment la friche.
où le théâtre Marseillaise, c'était le premier théâtre permanent de marionnette en France. La Friche à Belle de Mai, c'est un projet d'un élu, d'un opérateur, enfin, un collectif d'opérateurs et un projet politique. Et ça, c'est la décentralisation qui crée ces pôles d'activité, qui réinvente la vision parisienne de la culture, qui la refonde par des praticiens. Et c'est un premier aspect de la chose. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est le rapport décentralisation à l'Europe, justement. C'est-à-dire qu'à partir le fait d'existence à Marseille d'un certain nombre de pôles culturels dynamiques et inventifs faisait de Marseille une ville attractive pour les artistes européens. J'ai vu le mouvement, j'ai vécu le mouvement des gens de théâtre jeune public, puisque c'était mon domaine, d'Italie, qui venaient volontiers à travailler à Marseille, il y en a qui se sont installés, à cause de cette capacité à développer des projets, à réinventer des projets de politique culturelle. Et pour moi, la décentralisation est complètement corollaire de l'Europe, et vice-versa. Évidemment, l'Interreg, moi j'ai été directeur artistique d'un théâtre à Parme, et je ne pouvais pas l'inscrire dans des programmes européens parce que Parme, c'est l'Émilie-Romagne et c'est pas limite de la Provence. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, je voulais interpeller là-dessus, sur la question de rebâtir la décentralisation. Disons que depuis le retour de la droite, pas en cohabitation, le retour de la droite, le pire, je crois, c'est Sarkozy sur la recentralisation sur Paris, mais Hollande était aussi bien. Hein. Et là, il y a vraiment une histoire à refonder, parce que c'est, comment dire, on en revient au rapport colonial de Paris et de la France. Un petit témoignage là-dessus, c'est vrai ce que tu dis, en théorie, avant elle a existé. Elle est devenue de plus en elle existe toujours en théorie aujourd'hui. Ce qui la tue un peu dans son dynamisme, c'est effectivement ce qu'on a décrit tout à l'heure, ce qu'on appelle les cofinancements multiples. Et moi, alors je ne me suis pas occupée en tant qu'élue de la culture, enfin, j'ai un intérêt personnel. Je ne sais pas ce que tu penses du coup, mais il y a beaucoup de structures culturelles qui vont parler de l'omniprésence des fameuses DRAC. Toute puissance des DRAC sont les directions régionales qui s'occupent de la culture et qui représentent l'État dans les régions et qui en fait imposent aux autres collectivités, en fait elles sont très puissantes dans la définition de ce qu'il faut faire en fait, si vous voulez. Et après les autres collectivités locales comme les villes, les régions, les départements, c'est toujours un peu délicat de s'émanciper de la DRAC. Alors après, qu'est-ce qu'on pense des DRAC, c'est la question, mais moi j'avais beaucoup de discussions sur les DRAC et le rapport à l'État, parce qu'effectivement en théorie on est décentralisé, mais en fait on revient à cette forme de ces directives un peu parisiennes, on les retrouve via les DRAC. Moi c'était mon petit vécu. Par rapport aux DRAC, d'abord les DRAC, elles ont vraiment perdu beaucoup d'argent. Ah oui. Elles sont vraiment très appauvries, ce qui est vraiment le signe. Non, mais c'est le signe d'une recentralisation. Ah bah voilà. Ensuite, il y a eu, quand je parlais de l'exemple du projet politique de Dominique Vallon, des conventions de développement culturel, c'est vieux, c'est 92, mais quand Vallon a quitté le ministère, il y a eu un rapport de force comme ça, et une partie du ministère a traduit le projet de Vallon en faire payer les communes. Et à ce moment-là, on fait de l'autorité. C'est ça qu'il faut faire à la place. Michel, ensuite, après Vas-y, Michel. Ouais. Non, juste sur les DRAC. Fut un temps, les DRAC avaient des missions. Là, si on les connaît, les missions des DRAC, si quelqu'un peut m'informer dessus, je suis preneur. Voilà, dans les DRAC, en plus, comme tu dis, ils ont plus du tout de moyens. Et 82, la décentralisation. Et puis, dernièrement, la loi NOTRe, c'est une recentralisation vers les métropoles, ce que nous, on appelle une métropolisation. C'est-à-dire que si vous entendez parler des DRAC, tant mieux pour vous. Nous, on n'entend pas du tout parler des DRAC. Et alors, quand elles viennent, notamment dans des départements comme les nôtres,
Alors, lorsqu'il y avait la région Midi-Pyrénées, donc Toulouse était le chef-lieu, elle l'est maintenant de la région Occitanie, et Toulouse, sur les DRAC, pompe environ 80-85% du pognon des DRAC. Donc il y a 15% sur le reste de la région. Et c'est pas seulement ça, le pognon de l'action culturelle régionale est pompé à 80%, et encore je dois être vraiment sympathique, par Toulouse. Voilà, sans compter l'agglo. Hein. Et donc ça veut dire que la mission des DRAC, il faut la redéfinir. Et là, la dernière idée du gouvernement, c'est de coller les DRAC à la région. C'est-à-dire de faire que les DRAC seront véritablement des directions régionales d'action culturelle, mais qui seront chapeautées par les régions. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on fait, si vous voulez, pour avoir un levier politique sur les populations, il n'y a rien de meilleur que la culture. Et ça, tout le monde le sait. Ça s'appelle la propagande quand ça va plus loin. Mais bon, c'est ce que veut faire ce gouvernement. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'une région et qu'on a les DRAC avec nous, il n'y a plus qu'à organiser la propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, voilà. Et je voulais, parce que je crois que Christian veut finir, vous parler d'un aspect aussi, on en a un tout petit peu parlé, c'était de la diffusion de la culture française ailleurs dans le monde, et notamment de la francophonie. Vous avez vu, on n'en parle pas du tout de la francophonie. Les autres gouvernements avaient au moins daigné avoir un secrétariat d'État à la francophonie. Aujourd'hui, rien. Alors, nous, on en parle de la francophonie. Moi, j'essaie de défendre la francophonie, mais dans le sens pas du tout nationaliste du terme. Pour moi, le français, c'est une langue monde. Il y a plus de gens en Afrique qui parlent français que chez nous. Quand on entend Macron qui dit pour apprendre le français, il faut venir en France, c'est une idiotie, mais aberrante, quoi. Et donc, voilà. Et il a nommé quelqu'un dont je nommerai pas le nom, parce que qui est la coordinatrice de la francophonie. Et l'une de ses premières paroles, quand elle a été nommée, elle a dit, oh, tu vas dire, c'est super parce que le français, c'est cool. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et la seule scène nationale permanente qui diffuse du théâtre francophone en France, elle est à Paris, c'est le Tarmac. Eh bien, depuis l'année dernière, on lui a signifié qu'elle devait fermer pour laisser sa place à un autre théâtre qui va prendre sa place. Et qui est aussi un théâtre privé, un associatif privé. Voilà. Alors, à la fois, je condamne ce que fait le ministère de la Culture, mais l'autre théâtre pourrait dire non, moi j'y vais pas parce que je veux pas virer mon copain. Ça aussi, voilà, ça parle aussi d'une solidarité entre artistes, et ça, c'est aussi une chose dont un jour on va parler. Et donc voilà, je voulais qu'on puisse mettre cet accent-là sur la francophonie parce que je voyage pas mal. Les alliances françaises partout dans le monde sont, mais dans un état catastrophique. Les instituts français, idem, tout ferme, alors on avait là un outil formidable de diffusion de la culture. La France, dans le monde, a toujours une place prépondérante, et la première place qu'elle a, c'est dans le champ culturel. C'est une des plus grandes nations de la culture pour le monde entier. Et on est en train de gâcher tout ça sous manière d'économie. Les ambassadeurs que je rencontre sont catastrophés. Au Kazakhstan, l'ambassadeur, il fait la manche, carrément. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a plus un rond pour l'action française. Pour l'Alliance française. Il est fatigué. Excusez-le. Vous avez rien entendu. Ah là là là. Comment il s'appelle l'autre, là qui est le royaliste, l'émission avec Raquel, comment il s'appelle? Oui, Ardisson sort de ce corps. C'est ça, c'est absolument. Parce qu'il est royaliste, ce garçon. Et donc voilà, donc je voulais qu'on puisse avoir un mot pour la francophonie, qui n'est pas du tout une préoccupation de ce gouvernement. Et pourtant, effectivement, cette langue française, elle est porteuse des imaginaires différents, mais avec un même véhicule, le français. Bien, écoutez, je vais remercier à votre nom tous nos intervenants, vous-même. Je pense que le jeune débat tient le pied sur mon fil, merci. C'est plus simple. Voilà, je pense que le débat, on aurait pu le prolonger encore longtemps, puisque finalement le problème est vaste et il passionne un peu tout le monde. Moi, je crois qu'on a tenu une réunion, c'était pas une table ronde, c'est un échange de savoir et d'expérience. J'espère qu'on va continuer à avoir de tels débats dans les mois qui viennent. C'est la volonté du MAC pour arriver à avoir cette vision commune, c'est essayer de construire ensemble des choses, des propositions nouvelles pour la culture.
Donc je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde.